Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast du groupe InfoLégal, Time to Secure. Ce podcast a pour objectif de vous donner des éléments contextuels ainsi que des bonnes pratiques pour sécuriser vos risques B2B de fraude, solvabilité, cyber, mais également de conformité Sapin 2 et RSE. Pour commencer, découvrez 4 épisodes hors série reprenant les tables rondes organisées lors de notre événement Les Rencontres InfoLégal sur la sécurisation des risques B2B. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur la fraude. Retrouvez Bertrand Lafay, directeur général et cofondateur d'InfoLégal, qui jouera le rôle d'animateur aux côtés de Malo Renner, product owner et product manager chez InfoLégal, accompagné de Marion Mohan, alliance manager chez SysID, qui vont vous faire revivre une tentative de fraude et vous donner les clés pour les éviter. Bonjour à tous. On est ensemble pour plusieurs tables rondes qui vont être bien sûr sur les thématiques de risque et de conformité, qui sont celles sur lesquelles le groupe InfoLégal vous accompagne au quotidien. Puis il n'y aura pas qu'InfoLégal, puisqu'on a un certain nombre d'intervenants, de professionnels et d'experts qui vont venir témoigner et vous apporter des informations justement sur ces différentes thématiques. On va démarrer tout de suite avec la première table ronde sur la fraude. Et donc, je demande à Malo Renner et à Marion Moine de nous rejoindre. Je présente rapidement Marion, qui est un peu pour nous une cousine, puisque Marion représente aujourd'hui SysID, qui est une société que nous avons créée, spin-offée en 2016, et qui a été autour de 2020, si je ne me trompe pas, rejointe aussi au capital par la BNP, qui a trouvé la solution importante par rapport à son métier et aux solutions qu'elle apportait pour la lutte contre la fraude au paiement. Donc là, on est bien sur une société SysID pour Secure IBAN System qui propose des solutions qui sécurisent les couples IBAN sirènes lors des paiements. Voilà, et aujourd'hui, on a au board avec de cette société aussi la BNP notamment, qui le diffuse à travers son réseau, la BPI et d'autres partenaires. Voilà, donc je laisserai Marion se présenter davantage. Et Malo Renner, qui est product owner chez InfoLégal et qui va pouvoir illustrer des cas de fraude, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la solution qu'on a mise à disposition du marché, qui s'appelle Vidoc, puisque ça a été plusieurs années de développement pour étudier les différents cas d'usage et pouvoir vous proposer un indicateur, Vidoc pour anagramme de coquille vide, qui va vous permettre d'identifier si la personne ou le tiers que vous avez en face de vous est bien une société réelle, s'il n'y a pas usurpation d'identité, etc. etc. Nous, on voit tous les jours passer dans nos bases de données des dizaines, des centaines de mouvements sur des sociétés qui sont menées par des dirigeants dont on sait, avec nos traitements, qui sont décédés depuis 2, 3, 4 ans. Voilà, on a vu récemment une compagnie aérienne qui a été créée de manière totalement numérique, avec un apport en numéraire par une personne physique qui a créé une société au capital d'1 milliard d'euros. Voilà, et c'est une société qui est tout à fait immatriculée, qui dépose ses comptes, etc. Mais ça n'a attiré l'attention de personne. Donc en fait, ce sont ces sujets-là qu'on va essayer de détecter et qu'on va illustrer cet après-midi grâce à Marion et Malo. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Marion. Je représente le partenariat entre SysID et InfoLégal aujourd'hui. Donc je suis ravie d'être là. L'idée, là, c'est de se poser la question déjà de quel type de fraude on parle. Aujourd'hui, quand on parle de fraude, c'est un sujet qui est très vaste. Donc pour recontextualiser un peu le sujet du jour, on s'est dit que ce serait intéressant, juste ensemble, qu'on prenne 5 minutes pour se dire de quel type de fraude on parle. Donc, la fraude bancaire peut prendre différentes formes. Notamment, on peut dire la fraude au faux président. Donc, comme le nom l'indique, c'est le fraudeur qui aurait usurpé l'identité du président, d'accord, pour dérober de grosses sommes d'argent. Vous avez la fraude au faux fournisseur. Celle-ci, c'est la préférée des fraudeurs. On verra un petit peu plus loin, mais c'est celle qui représente une grosse partie du pourcentage des fraudes. Et de la même manière, ça repose sur l'usurpation de l'identité. Le fraudeur usurpe l'identité de l'un de vos fournisseurs. Vous avez l'impression de payer un fournisseur alors que vous êtes en train de payer le fraudeur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fraude aux faux clients. Donc là, c'est plutôt pour des entreprises
entreprises style leasing ou assurance qui ont l'impression de rembourser un client et finalement, en fait, c'est le fraudeur. Toujours pareil, ça repose sur de l'usurpation d'identité. La nouvelle fraude qui fait son apparition depuis quelque temps, c'est la fraude aux faux salariés. Alors, ça marche généralement une seule fois, parce que le salarié se rend vite compte qu'il a pas reçu son salaire et il va vite sonner l'alarme auprès de la RH. Mais mine de rien, ça arrive de plus en plus. Pour même donner un cas concret, nous, on a eu des tentatives de fraude aux faux salariés chez CISID. Donc, c'est des choses qui avoisinent bien évidemment des plus petits montants que de la fraude aux faux fournisseurs ou de la fraude aux faux présidents. Mais c'est quelque chose qui existe et qui est de plus en plus présent dans nos sociétés aujourd'hui. Ensuite, je vais laisser peut-être la partie à Malo. Bonjour à tous, déjà. Donc effectivement, la dernière typologie de fraude, c'est la société fantôme. Bertrand en a déjà beaucoup, ou en tout cas, a déjà abordé le sujet. Mais c'est effectivement souvent l'usurpation d'identité de personnes physiques dans le but de créer de réelles personnes morales qui sont bien immatriculées, qui ont un cabis, un numéro de sirène, dans l'objectif de donner le change et d'escroquer d'autres entreprises. Donc on vous donnera des exemples concrets et on verra comment on peut capter des indices ou en tout cas avoir des billes pour lutter contre ce type de fraude. Pour rentrer dans le sujet de la fraude, rien ne vaut de se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui se fait frauder. Et là, pour le coup, c'est une vraie tentative de fraude qui a eu lieu pour l'un de nos clients qui nous a partagé en fait ces éléments-là justement pour permettre de sensibiliser. Donc, c'était une entreprise qui était équipée de CISID, qui avait été sensibilisée justement à la fraude et qui, parce que, et vous le verrez, il y avait tout autour de ça, ils se sont vite rendus compte que c'était une tentative de fraude et donc ils ont pu enregistrer l'appel que vous allez entendre téléphonique du fraudeur. Mais l'idée, c'est donc de comprendre comment ça s'est passé. Donc là, en fait, je vais vous demander de vous mettre dans les bottes d'une expert comptable qui reçoit un email de sa responsable financière. Donc, vous le voyez là-haut. Donc, c'est bien la bonne adresse email, d'accord ? En objet, vous avez dossier confidentiel. Et donc, vous recevez ce mail-là de votre responsable qui vous dit « Je suis sur un dossier de la plus haute importance. Je vais avoir besoin de vos compétences pour gérer le dossier en cours. Maître fraudeur, a-t-il bien contacté? Merci de garder l'information confidentielle. » Donc, vous recevez cet email-là et en parallèle, vous allez recevoir cet appel du fraudeur et qui va vous demander, vous allez le voir, de verser des fonds. Afin de conserver l'anonymat des personnes, l'enregistrement du cas de fraude n'est pas diffusé dans cet épisode. Vous pouvez retrouver sa retranscription dans notre article dédié sur le blog Infolégal. Donc, c'est pas du fake. C'est un vrai cas. Et je pense qu'on est tous bouche bée devant la violence que ça peut prendre. Et malgré que la personne, là, en l'occurrence, elle était sensibilisée et elle savait que là, pour le coup, c'était un fraudeur, c'est quand même un choc pour la personne aussi, il faut se le dire, de subir ce genre d'attaque. En fait, on a essayé un petit peu de décrypter, alors de manière très high level, mais finalement, quelles sont les techniques que le fraudeur a utilisées. Alors, vous verrez, on parle vraiment d'ingénierie sociale maintenant quand on parle de techniques de fraude. Mais là, on a essayé d'être simple, juste que vous compreniez déjà, voilà, il y a le côté intelligence sociale. Le fraudeur s'est renseigné dans la société sur les responsabilités de chacun. Qui est en capacité de valider des virements? Qui est la responsable de cette personne qui est en capacité de valider les virements? Parfois, ça va même au-delà, ça va se renseigner aussi sur est-ce que la personne est en vacances, est-ce qu'elle est pile poil en train de perdre son papa ou sa maman et c'est parfait au moment de venir frauder. Enfin, ils vont vraiment analyser tout pour arriver au moment propice. La deuxième technique utilisée dans ce cadre-là, on parle de phishing. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le phishing. C'est le fait, finalement, qu'on vienne dans vos systèmes informatiques. Et là, pour le coup, en fait, ils sont venus pirater la messagerie, vous le voyez bien, de la personne pour justement remplacer l'adresse email. Et vous avez vraiment l'impression à ce moment-là de recevoir un email de votre responsable. La troisième technique aussi utilisée, alors celle-ci on la voit tout le temps, c'est le côté très urgent, on isole.
On isole les personnes et on leur met un coup de pression pour effectivement qu'ils se sentent isolés et qu'ils se sentent devant le fait accompli en se disant « faut que je valide tout de suite le virement, sinon je vais me faire virer ». Donc ça, ils sont très forts là-dessus et vous le verrez. Enfin, je peux même rebondir sur le fait que la fraude, en fait, explose ces dernières années parce qu'en fait, on a eu des situations socio-économiques qui ont fait qu'on s'est retrouvé aussi isolé. Je pense notamment au contexte Covid, où du jour au lendemain, on s'est retrouvé tous chez nous, seuls, à devoir se débrouiller en fait avec ce qu'on avait. Ça a été une explosion de tentatives de fraude dans les sociétés parce que les sociétés n'étaient pas prêtes à ça. Les process, il fallait aller vite parce que soit on arrêtait l'activité, soit on mettait des choses en place pour permettre de continuer l'activité. Mais du coup, ça a rogné les process. Et le fait de rogner les process, le fraudeur, il adore, il s'infiltre. Et la 4e technique qui est utilisée, la pression, la violence, vous le voyez. Je pense qu'un matin où vous venez d'apprendre que vous avez perdu quelqu'un, une situation où vous n'êtes pas forcément bien, que vous vous retrouvez seul, et ce côté pression et violence peut faire en sorte que vous allez appuyer sur le bouton. Voilà, donc on a essayé de vous résumer un peu les 4 techniques principalement utilisées dans le cadre de mise en place finalement de fraude. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Marion pour ce premier cas très concret et très illustré. On va passer à Malo qui va vous présenter d'autres typologies de fraude. C'est vrai que les fraudeurs ont une imagination sans borne. Après, il y a différentes typologies. Donc là, on a bien affaire à des sociétés qui ne veulent pas, si on parle de clients qui ne veulent pas vous payer. Je propose à Malo de vous présenter une autre illustration avec des cas concrets d'un autre type, mais tout aussi embêtant. Merci. Effectivement, je vais vous présenter 2 exemples de fraudes qui ont fait usage de coquilles vides, donc de sociétés réellement immatriculées, mais qui n'ont pas de réelle activité économique. L'objectif, c'est que vous ayez confiance et de faire grimper le montant des préjudices. Le premier, c'est de la fraude au transport de marchandises, donc détournement de fret. Plusieurs sociétés se sont créées, ont mis des hommes de paille à leur tête au niveau de la gouvernance de la société. Pour ça, on peut acheter des cartes d'identité au marché noir, sur le dark web, etc. Ou même mettre des personnes sans qu'ils s'en rendent compte. Et on peut créer une société. On peut s'inscrire alors sur une bourse de fret avec le cabis et le numéro de sirène. On peut répondre à des appels d'offres et aller chercher la marchandise en camion. On récupère la marchandise qu'on n'a pas réellement achetée et puis on va la revendre au marché noir. Voilà, donc là l'exemple, il a réellement eu lieu aussi. C'était en 2023 dans les alentours de Versailles et il y a eu un préjudice de 1,8 million d'euros de pertes. Donc là, on est sur tout type de marchandises. Il y a eu des meubles, il y a aussi de la marchandise de luxe, etc. Donc les fraudeurs, ils ratissent assez large. Le deuxième exemple, c'est une fraude au leasing de voiture. Même procédé, on va utiliser des sociétés réellement immatriculées pour souscrire des contrats. Là, ils ont utilisé des pièces d'identité qui provenaient de Lettonie, de Grèce, de France, pour prendre possession de sociétés qui ont été abandonnées par leurs dirigeants, souscrire des contrats, avoir des voitures et les revendre après au marché noir. Donc on parle d'à peu près 78 véhicules entre 2017 et 2021 pour un total de 1,5 million d'euros de pertes pour les constructeurs. Donc vous voyez que les montants ils grimpent quand même assez rapidement et que le procédé est entre guillemets assez simple puisqu'il suffit de créer une société aujourd'hui pour avoir un numéro de sirène, un cabis, ce qui a tendance à rassurer les marchés. Voilà, rien de plus simple aujourd'hui dans un monde totalement digital que de créer des fausses sociétés, des fausses coquilles, de récupérer des cartes d'identité valides sur Internet et que d'avoir des sociétés qui en apparence sont complètement propres et transparentes alors qu'évidemment ce sont des coquilles vides. Donc tout ça, ça va avoir des impacts bien sûr sur l'activité, sur votre relation avec vos tiers. Et on va développer un peu les aspects liés aux impacts financiers parce que en fait, ça va souvent beaucoup plus loin puisque bien sûr, il y a des effets collatéraux
ça va beaucoup plus loin que le simple montant d'une facture qui n'est pas payée, qui déjà peut être considérable, ou d'une marchandise qui a disparu et qui elle-même ne sera jamais payée. Allez, c'est trop bien. Non, bah alors, Je voulais faire un petit si vous avez regardé rapidement, vous aurez les réponses du sondage que Marion... Vas-y. Est-ce que vous auriez un ordre d'idée du montant moyen de la fraude aux faux fournisseurs? Personne n'a d'idée? 500 000 pour vous, la fraude aux faux fournisseurs? Les autres? Comment? 20 000 à gauche. 20 000? Alors, on a 500 000 là vos une enchères. fois. 20 000 à ma gauche, mais non, je ne prends pas. Bon, ok. Allez, Alors, plus de suspense. on est entre les deux. On est à 50 000. Alors, nous, ce qu'on appelle perte sèche moyenne, c'est le panier moyen, hein, en gros, du montant de la fraude. Cette étude, elle a été réalisée par un partenaire bancaire sur les dernières années. Donc, ça reflète ce que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les études que vous allez voir sur le marché. Le montant de la fraude moyen aux faux fournisseurs, c'est 50 000 € par société. Enfin, en fait, Par fraude. par montant. Par Par fraude, ouais. Par Exactement, fraude, ouais. Par fraude, ouais. Non, l'idée, c'était de rebondir par rapport à ce qu'avait dit Malo, justement, sur ces impacts-là. L'objectif, c'est de vous montrer aussi l'impact que ça peut avoir, certes, d'un point de vue financier, mais pas que, vous allez voir. Et donc, du coup, effectivement, on trouvait intéressant parce que vous voyez, les montants sont différents en fonction. Donc, la fraude aux faux fournisseurs, c'est 50 000 €. Mine de rien, ça reste la fraude préférée du fraudeur, hein, c'est la numéro 1. Elle représente 60% des cas recensés sur l'étude. Ça match avec les études qui ont été faites par d'autres cabinets, hein. Donc, c'est la numéro 1, c'est celle que vous rencontrez le plus dans vos sociétés. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fraude aux faux présidents. Là, c'est des montants qui sont beaucoup plus conséquents, évidemment. Le travail, les techniques qui sont mises en place sont beaucoup plus poussées aussi, donc il faut qu'ils rentabilisent, hein. Donc, on est à 140 000 € en termes de panier moyen. Ça représente un quart des cas, mine de rien. Et puis, comme je vous disais, la dernière, c'est la petite nouvelle, fraude aux faux salariés, qui est à peu près de 4 300 €. Donc, ça représente 20% des cas, mine de rien. Oui. Et ce que je rajouterais peut-être sur ces chiffres, enfin tu le confirmeras, c'est que bon, ils sont en train d'augmenter de jour en jour et d'année en année, hein. On est abreuvé de ce type de chiffres dans les journaux, sur les réseaux, etc. Pour deux raisons. C'est effectivement que les fraudes se multiplient, et c'est aussi parce que les gens maintenant commencent à libérer un peu la parole, parce que pendant un certain nombre d'années, beaucoup de gens étaient fraudés, le savaient, mais bien sûr le taisaient, puisqu'on ne voulait pas dire, on ne voulait pas inquiéter les partenaires, les clients, les collaborateurs ou que sais-je. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'on voit une augmentation drastique de tous ces chiffres liés à ces deux raisons, mais la raison de fond, malheureusement, c'est que ça se multiplie une fois de plus dans un monde digital. Les fraudeurs sont aujourd'hui, enfin, ils sont intelligents, ils ont des moyens, ils ont du temps, et donc ils ont aussi beaucoup d'idées. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'être bien sensibilisé, c'est pour ça que c'est important de bien communiquer sur la réalité des faits, des chiffres, parce que je pense que ceux qui sont là sont au-dessous de la réalité, puisqu'évidemment, il y a toute une partie qui nous échappe. Ce qui est certain, c'est que tout le monde subit des tentatives de fraude de toute nature. Heureusement, tout le monde ne se retrouve pas avec des préjudices avérés, mais il y en a de plus en plus, et ça va faire qu'augmenter. Donc, il faut prendre les devants. Juste peut-être avant de parler de chiffres concrets, je voulais juste rebondir aussi sur le préjudice indirect. C'est vrai qu'une fraude, ça peut toucher tout un écosystème. Je vais reprendre l'exemple de la fraude à la marchandise, à la livraison de marchandises. Une fois que les personnes ont récupéré la marchandise, avant de la vendre, il faut la stocker. Ils ont donc fait appel à une entreprise de stockage qui a été incriminée une fois que l'affaire est sortie. Donc ils ont été accusés aussi de fraude. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout dans l'équipe de fraudeurs, qu'entre l'équipe de fraudeurs et cette entreprise de stockage, il y avait une vraie relation commerciale. Cependant, ça a suffi à détruire la réputation de cette entreprise, qui a perdu tous ses clients et qui a été obligée de fermer. Donc on voit bien ici que ça touche vraiment tout l'écosystème et qu'il faut faire une étude globale pour ne pas se retrouver dans cette boucle. Marion, une autre façon aussi de voir l'impact qui est plus que proportionnel dans ce cas-là, notamment, ou avec des effets indirects, comme vient de le dire Malo, mais typiquement, il y a un graphique intéressant
produit par CISID. Je te Effectivement, laisse le commenter. ouais, merci Bertrand. Effectivement. Alors, par rapport juste à ce que disait Bertrand, je voudrais bondir parce que c'est vraiment très important. Tous les chiffres qu'on communique, effectivement, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Et c'est important de l'avoir en tête. Et c'est pour ça qu'on essaye au maximum aussi de pousser et de sensibiliser parce que ça libère la parole, comme il le disait. Et je pense que c'est important qu'on se dise aussi qu'en fait, ce qu'on voit, c'est juste une petite partie de ce qui est vraiment ce marché-là. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais il faut quand même être conscient. Alors, on va commencer sur la gauche de l'écran. Là, on s'est projeté sur, admettons, demain, vous chopez une fraude de 100 000 euros. Donc, c'est ce qu'on appelait la perte sèche, le panier moyen de la fraude. OK, donc demain, vous perdez 100 000 euros cash. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact dans vos entreprises? Le premier, c'est qu'il va falloir mettre en place tout ce qui est démarche juridique, décontamination du SI, etc., etc. Donc ça va représenter à peu près 20% du montant. Donc, disons que globalement, en termes de marge brute perdue, si on reste sur notre exemple de 100 000 euros, vous avez 125 000 euros qui se sont envolés. La question qu'il faut se poser, c'est finalement combien, en termes de chiffre d'affaires, je vais devoir régénérer pour ma société pour compenser cette perte. Donc, forcément, il y a un lien avec la marge de votre activité. Là, on a pris un exemple avec une marge de 20%. Mais c'est vraiment ça, la question, c'est finalement, OK, demain, je prends 100 000 euros de fraude. L'impact, il est finalement, là, on doit réaliser 625 000 euros de chiffre d'affaires pour venir compenser cette perte-là. Donc, vous avez certes, je pense qu'on est tous OK, de se dire qu'on a une grosse perte financière, mais pas que. Et c'est ce qu'on disait avec Malo, c'est vous avez aussi cet impact qui est indirect, qui va être notoriété, qui va être confiance de vos salariés, de vos fournisseurs, de vos investisseurs, de vos clients, si ça fait les gros titres. Donc, l'impact peut être beaucoup, beaucoup plus fort. La deuxième manière aussi qui nous a semblé intéressant pour vous sensibiliser, c'est le graphe que vous voyez sur la droite, avec une autre mécanique. Partons sur le principe que vous chopez une fraude de 8 000 euros. OK, le 8 000 euros, on va partir du principe qu'il passe sous vos radars. Ce n'est pas une somme importante, donc elle ne passe pas dans les contrôles systématiques de votre structure. Donc, admettons que vous chopez une fraude de 8 000 euros aujourd'hui à date, en sachant qu'il faut 229 jours en moyenne entre le moment où vous vous faites frauder et le moment où vous vous rendez compte que vous vous êtes fait frauder. Donc, ça fait à peu près 8 mois. OK ? Donc, si vous chopez une fraude de 8 000 euros tous les mois à 8 mois, on se retrouve avec un chiffre d'affaires pour compenser cette perte qui avoisine la moitié d'un demi-million. En fonction de la structure dans laquelle vous êtes, vous voyez que ça peut avoir un impact qui est important. Et donc là, effectivement, on se rend compte que finalement, s'il est passé sous les radars, même si c'était que 8 000 euros tous les mois, ça peut vite atteindre des sommes astronomiques. Et en fait, le chiffre d'affaires que vous devez compenser, enfin que vous devez réaliser pour compenser, encore une fois, je le répète, cette perte, il est énorme en fait. Voilà, donc c'est effectivement impressionnant. Alors, tu ne veux pas faire peur, je ne sais pas s'il ne faut pas faire peur, en tout cas, il faut être lucide, et que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de l'anticiper et de ne pas faire l'autruche et de ne pas se cacher la réalité. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Comment on peut accompagner les entreprises pour structurer un dispositif antifraude? Alors, le premier niveau, je pense que comme pour tout sujet, finalement, ça va passer par la sensibilisation et la formation des équipes. On l'a vu dans l'exemple qu'on a écouté ensemble, le fait que effectivement la personne était sensibilisée et formée à ce sujet-là, elle a tout de suite pris contact avec sa responsable pour savoir si effectivement c'était bien elle qui lui avait envoyé le mail. Donc je pense que le premier sujet, le premier niveau, on va dire, de ce dispositif antifraude que vous pouvez mettre en place à votre niveau, c'est ne serait-ce que de la formation et de la sensibilisation comme on est en train de faire là aujourd'hui. Juste une petite réaction là-dessus, pour revenir à mes exemples de fraude à la coquille vide. La personne qui a souscrit le contrat, elle aurait pu être sensibilisée parce que depuis 4 ans qu'on fait de la recherche et développement sur la fraude à la coquille vide chez InfoLégal, on a pu mettre en avant certains indices, certains indicateurs. Par exemple, une société domiciliée en France, dirigée par une personne physique, elle-même domiciliée en Lettonie,
on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle dirige sa société depuis la Lettonie? Comment elle fait, etc. Enfin, il y a des petits indices comme ça qui peuvent nous permettre et nous pousser à creuser le cas. Ou sinon, et on en reviendra au point 3 un peu plus tard, c'est d'avoir des outils qui le font automatiquement pour vous et qui réagissent fortement à ces indices. C'est tout le but de la solution fraude d'InfoLégal. Donc, effectivement, le deuxième niveau, comme l'a dit Malo, c'est de mettre en place de la vérification systématique du process, du contre-appel, le contrôle à 4 yeux, comme vous l'appelez, je crois. Donc, c'est ça. Après, moi, j'ai un petit exemple qui est hyper important, je trouve qu'il illustre bien ça. On a un client chez nous qui utilise la solution SysID. Donc, ils ont mis ce dispositif un peu global en place. Sachant que chez SysID, l'idée, c'est pas de vous faire le pitch de SysID, mais en gros, on vous dit vert, vous pouvez payer, ça match, ok, et rouge, ça matche pas, là, c'est tentative de fraude, n'y allez pas. Parfois, on n'a pas suffisamment de données pour vous dire go ou no go de manière automatique et instantanée. Et donc, on va vous dire, ok, là, on va vous délivrer un score orange. Et dans ce cadre-là, il va falloir inviter votre tiers à procéder à tout un process d'accréditation qui sont faits par nos experts de chez SysID. Donc, c'est eux qui font le process d'accréditation. Et donc, l'exemple que je vous donne, c'est donc une société qui utilise la solution, donc qui est sensibilisée à la fraude et qui a un score orange. Donc, elle invite ce tiers à venir s'enrôler sur la plateforme pour que justement nos équipes puissent prendre le relais. Ce tiers ne s'est jamais inscrit. Donc, nos équipes ne peuvent pas faire l'accréditation. Donc, les relances sont faites, etc. Et en fait, ça ne va pas suffisamment vite pour le client. Alors, qu'est-ce qu'il fait le client? Il se dit, je vais le faire moi-même, ce contre-appel. Donc, il a pris la facture, il a appelé le numéro de téléphone qu'il y avait sur cette facture-là. Et vous imaginez bien que le fraudeur est intelligent pour mettre son bon numéro sur la facture. Donc, elle a appelé le fraudeur, elle a payé, et en fait, c'était frauduleux. Et du coup, je trouve que cet exemple-là, il illustre bien aussi le fait que c'est pas que la prévention et la formation, c'est pas que l'automatisation de process, c'est pas que des outils comme SysID ou autres, ou c'est pas que les assurances qui feront que vous serez carré face à la fraude. Voilà. Je vais en remettre une petite couche sur la vérification systématique. Mais nous, nos prospects nous disent souvent, une fois que j'ai validé une fois que c'était pas un fraudeur avec le niveau de risque VDOC, c'est bon puisque je connais mon prospect, mon client, mon fournisseur. La vérité, c'est qu'il y a des moments de vie où l'entreprise est en danger et quelqu'un veut prendre possession de cette entreprise via l'usurpation d'identité. Mais quand on parle de changement de gouvernance, de déménagement, de rachat de société, là, on a un vrai risque. On a déjà vu, et Bertrand le disait en introduction, mais des sociétés continuent à vivre alors que le dirigeant il est décédé. Et pourtant, il continue à signer des statuts et même à prendre des rôles dans d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment important de continuer à vérifier régulièrement pour être sûr et limiter son risque. Alors, le troisième niveau, effectivement, donc, comme on le disait dans notre dispositif antifraude, c'est donc une fois que vous avez mis là en place prévention, formation, vous avez mis vos process, l'idée, c'est aussi de venir minimiser la tâche humaine. Parce qu'on le voit dans toutes les analyses qu'on a pu faire dans les processus en fait, de paiement, c'est que plus vous allez diminuer la tâche humaine et moins vous allez avoir de risques de fraude. Parce que, alors, l'humain, il peut être bienveillant en interne et juste être fatigué et faire une erreur en fait dans la vérification de l'IBAN, ça arrive. Ça peut être aussi quelqu'un de bienveillant en interne, mais qui va servir à valider un fraudeur qui se sert de cette personne-là en interne. Donc, en fait, l'objectif, c'est aussi de mettre en place des outils qui vont permettre de remplacer finalement cette vérification d'IBAN qui peut être très chronophage et qui peut parfois, on reste tous humains, donc l'erreur est humaine. Donc, ça laisse place soit à la fraude interne, soit effectivement à de l'erreur humaine, mais qui laisse une faille dans vos outils. L'idée, c'est sur cette vérification de fraude automatique, c'est de vous parler un peu de l'indicateur de risque VDOC, qui justement, grâce à son historique et l'historique de données qu'on a pu récupérer chez InfoLégal depuis le début, on est capable de mettre en évidence des patterns et donc de réagir automatiquement et fortement à des indices. On a des indices sur l'identité du dirigeant, sur la performance du dirigeant, sur son historique, l'historique de la société également. On le verra à la slide d'après. Donc là, on était en risque très faible. On va passer en risque très élevé, sachant qu'aujourd'hui, le risque avéré VDOC, c'est vraiment quand on a une preuve de la fraude.
Voilà, donc là, on se pose des questions sur l'identité du dirigeant. Un dirigeant étranger qui dirige une société immatriculée en France, on réagit. Un dirigeant qui est un serial liquidateur avec 83 mandats, 80 sociétés en défaillance, 2 sociétés vivantes, on réagit. On réagit aussi quand un dirigeant décédé continue à signer des actes et statuts. Là, on est capable de réagir. On réagit au changement d'adresse, etc. Enfin, voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, on fait cette vérification pour vous et on vous alerte quand il y a vraiment des risques. Donc, voilà, ça permet d'aller encore plus loin et de limiter aussi la tâche humaine, l'erreur humaine et de gagner du temps sur des tâches à valeur ajoutée pour vous. Très bien, merci Malo. Je crois qu'on va faire un petit retour arrière sur le dispositif parce qu'il y a une partie importante. Marion, Oui. tu voulais Oui. compléter? Oui. Et le dernier, alors, le dernier niveau, effectivement, dans ce dispositif anti-fraude, ça va être si vous avez mis prévention, formation, process et outils automatiques, vous avez évidemment diminué le risque de fraude, mais vous avez toujours un risque résiduel. Ça, c'est certain. Il ne faut pas se dire que le fraudeur... Enfin, moi, je dis toujours, le fraudeur est très intelligent. Il faut garder une espèce d'humilité face à la fraude. Toujours. Je pense que c'est une règle d'or. Et donc, se dire... Il se réinvente, exactement. Et donc, se dire que c'est pas parce que vous avez mis tout ça en place qu'il ne faut pas prendre d'assurance. Mais par contre, comme n'importe quelle assurance, c'est-à-dire que si vous avez mis tout ce dispositif en place, l'assurance vous coûtera certainement moins cher parce que du coup, elle se dira l'entreprise a déjà mis plein de choses, plein de dispositifs en place pour diminuer ce risque de fraude. Voilà. Ouais. Donc vraiment, c'est un melting pot de tout ça qui va faire qu'aujourd'hui, on va réussir à combattre la fraude. En tout cas, je l'espère, ensemble. Ok, merci. Oui, je rajoute sur l'assurance, effectivement, comme tu l'as dit, alors ce sont des sujets assez nouveaux pour les assurances. Il faut effectivement rester humble et modeste parce que aussi qualitative, soit les informations qu'on vous met à disposition, aussi prédictifs, soit les indicateurs que l'on va pouvoir vous proposer, ils ne sont jamais à 100% de prédiction et il reste effectivement cette part de risque résiduel qui peut ou pas être couvert par des assurances. Ce sont des risques assez nouveaux. Sur CISID, je vous disais, on l'a créé en 2016 ou 2015, je me trompe peut-être d'un an, mais en tout cas, dès le début, on a travaillé avec des assureurs qui n'étaient pas du tout organisés, structurés, qui n'avaient pas de produits qui étaient faits pour ce type de fraude, parce qu'on n'avait pas de recul. Comme on le disait tout à l'heure, on n'avait même pas de chiffres ou très peu de chiffres. Donc, les assureurs, normalement, un assureur, il va maîtriser son risque, il va se garder une marge de manœuvre. Donc, quoi qu'il arrive, le prix auquel il va vous facturer la prime va intégrer cette part de risque. Moins le risque est maîtrisé, moins il est connu et moins vous pouvez le rassurer là-dessus, plus ça va être élevé. Donc aujourd'hui, on commence à avoir quasiment, je dirais, toutes les assurances ou toutes les grandes assurances qui proposent des solutions sur différents types de fraudes, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes volumétries, ce ne sont pas les mêmes cas, ce ne sont pas les mêmes montants moyens. Mais néanmoins, il faut vraiment sensibiliser les équipes, regarder vos outils, parce que vous le voyez, ils peuvent utiliser des moyens internes, ils peuvent vous faire embaucher quelqu'un dans l'entreprise et puis qui va être activé au bout de 6, 8, 12 mois. Ils ont le temps, s'ils ont déjà réussi une ou deux belles fraudes. Ça peut être des facteurs externes, justement des coquilles vides, on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc tout ça, c'est très important. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour avoir quand même une vision lucide de la réalité, de ce qui se passe, et donc de la nécessité d'être sensibilisé et de mettre en œuvre des stratégies de parade, d'anticipation pour éviter tout ça. Voilà. On reparlera après d'autres types parce que soit ces fraudes-là aboutissent sur une perte sèche, soit ça peut aboutir, et on en reparlera par exemple sur le risque cyber en fin de journée, ça peut aboutir aussi sur une défaillance de l'entreprise, donc qui revient à la typologie de risque qu'on va voir dans la table ronde juste après, qui est liée au risque de solvabilité. Voilà, bien. Eh bien, écoutez, merci déjà pour cette première partie d'attention. Gardez-en un peu parce qu'on a encore 3 tables rondes. Merci à Marion et à Malo. Et nous allons céder la place pour la table ronde sur la solvabilité à Thaïs, Frédéric et Najat. Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode pour aborder les sujets liés à la solvabilité entre risque et résilience.
En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet infolegal.fr.